nos pages Facebook. Donc, si c'est en train de se connecter, tu peux aller vérifier sur ta page si c'est en train de se connecter aussi. Oui. Ça fonctionne? Je pense que oui, oui. Et là, tu cliques sur le play, puis on va y aller. Tout est là. J'ai des gens qui m'écrivent en privé qui ne peuvent pas se connecter sur le Zoom. Effectivement, on a dépassé le 500 personnes. Wow, c'est vraiment inspirant. Mais vous pouvez toujours nous faire partie de la gang avec nous là, via Facebook, là, sur nos pages Facebook à Caroline et à moi, sans problème. Puis là, ben, j'ai augmenté la capacité maintenant à 1000. Wow! Donc, pour les prochains webinaires, on va avoir 1000 places de disponibles parce que clairement, à chaque fois, on augmente, puis les salles se remplissent. Alors, pour la prochaine fois, on va avoir encore plus de places sur Zoom avec nous. Donc, on entend que c'est une demande qui est importante. C'est un sujet qui est pas facile à aborder. On va se le dire, qu'on soit intervenante psychoéducatrice, amie, collègue, c'est pas facile à aborder, mais c'est tellement, tellement important. Donc, merci de répondre à l'appel avec nous. Donc, des étudiants, des stagiaires. Super. Écoute, est-ce qu'on partage un peu l'idée qu'on a eue pour aujourd'hui? Comment on va présenter ça? Oui. Donc, en fait, bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas été au premier webinaire, Vicky m'avait proposé, on a animé un webinaire ensemble, puis on s'est découvert, puis on a eu un coup de cœur l'une pour l'autre. Puis Vicky m'a dit, écoute, est-ce que ça tenterait qu'on fasse un webinaire sur le suicide? On parlait de détresse psychologique, donc évidemment, j'ai accepté. Et il y a eu vraiment beaucoup de monde. On a entendu les besoins qui étaient là, des gens qui s'inquiètent pour des personnes, des gens qui eux-mêmes peut-être ont des idéations suicidaires ou qui sont fragiles sur le plan psychologique. Donc, on a manqué de temps dans le dernier webinaire, donc on va en faire un deuxième. Puis, dans les dernières statistiques qu'on a eues pour le Québec, l'Association québécoise de prévention du suicide n'a pas démontré qu'il y a eu une augmentation du taux de suicide en ce moment depuis la pandémie. Par contre, dans les hôpitaux, il y a beaucoup plus d'hospitalisations en lien avec des idéations suicidaires et les appels 911 aussi ont augmenté en lien avec les idéations suicidaires, la détresse psychologique. Donc, ce que ça démontre, c'est que depuis la pandémie, assurément, ça a fragilisé les gens. Donc, l'anxiété est plus grande, le stress est plus grand, la détresse psychologique est plus grande. Puis ça, c'est un facteur de risque pour le suicide. Alors, c'est important de garder l'œil ouvert, puis d'avoir des petits outils on ne veut pas tous devenir des intervenants, vous ne ferez pas tout ça de votre vie, mais juste d'avoir des petits outils qui sont rassurants, qui nous permettent de voir qu'est-ce que je peux faire si je m'inquiète pour quelqu'un et comment amorcer ces discussions-là. Parce qu'un mythe qu'il y a, c'est d'en parler. Est-ce que si j'en parle, ça va lui donner l'idée? Mais absolument pas. Au contraire, d'en parler va non seulement pas lui mettre l'idée dans la tête, mais va peut-être même l'aider à se sortir cette idée-là de la tête. Donc, il faut en parler. Il ne faut pas que ce soit tabou. Comme tu le disais, Vicky, à la dernière rencontre, il ne faut pas garder le secret non plus. Hein? Un proche vous partage son envie de mourir, dit garde ça pour toi, c'est secret. Entourez-vous, allez chercher de l'aide pour soutenir cette personne-là. Faites pas ça seul, c'est très exigeant. Entre intervenants, on va chercher de l'aide auprès de nos équipes pour accompagner la personne. Donc, d'autant plus les gens qui ne sont pas intervenants, allez vous entourer. Alors, qu'est-ce que tu veux présenter un peu le programme de ce plus court webinaire? On a choisi de le faire dans la journée, à l'heure du lunch, en espérant rejoindre des gens. Clairement, on a rejoint beaucoup de gens aussi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui? Yes, bonjour tout le monde. Je vais me présenter, Vicky Bois, psychoéducatrice. J'ai la chance de travailler maintenant avec Caroline. On est vraiment contente et on se sent privilégié de travailler en collaboration l'une et l'autre. Donc, aujourd'hui, ça va vraiment être un webinaire qui va être axé sur les interventions auprès d'une personne qui est à risque suicidaire. Donc, la première partie de la présentation, on va discuter du fameux COC qui est connu au Québec. Vous allez voir, on va vous expliquer c'est quoi le COC. C'est une source aussi là, du Faubourg et de Delors Cormier. Puis, par la suite, on va parler de l'importance d'avoir un bon plan d'action avec différentes stratégies. Ça, c'est un outil qui va vous être disponible. Puis, on va parler, dans le fond, de l'ambivalence, hein, puis de l'importance de raviver la partie de la personne qui veut vivre grâce
au magnifique outil Vie de Caroline. Tous ces outils vont vous être gratuitement offerts là, après le webinaire. Et je crois que déjà, Vanessa a pris soin de vous envoyer les outils. Donc, vraiment, ça va être en 3 étapes, le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour essayer de faire la différence là, dans la vie des gens puis dans votre vie. Hein. Donc, vraiment, vos questions sont tous pertinentes. On va essayer d'y répondre au maximum. Donc, si on débutait avec l'outil COP que tu as fabuleusement représenté dans ton outil. Comme tu disais, le COP, c'est un outil qu'on va utiliser et en formation, par exemple, justement, de l'Art Cormier, Suicide Action Montréal, dans différents centres de prévention du suicide. On va utiliser l'acronyme COP pour aller discuter, en fait, questionner la personne sur ses idéations suicidaires. Donc, mais avant même qu'on commence le COP, est-ce qu'on leur demande de quelle façon eux, ils questionnent? Oui. Bonne idée, effectivement. Surtout qu'on a des gens de l'Europe, est-ce que c'est la même façon que nous, vous questionnez? Donc, comment vous adressez ces questions-là auprès d'une personne qui est suicidaire ou auquel vous vous questionnez à savoir si elle a des idéations suicidaires? Donc, en commentaire, autant sur Facebook, je le suis en même temps en direct. Alors, quels sont les outils que vous utilisez? Donc, je présume pour les intervenants, vous connaissez déjà l'outil COP. Paramédic, idée noire plus l'outil COP. Super. La grille d'évaluation du ressuscitant, effectivement. Échelle, il y en a beaucoup, hein, d'échelles. Je ne sais pas si je l'ai avec moi, sinon je l'ai dans mon bureau, mais effectivement, il y a une belle grille là, que les gens utilisent. Je ne l'ai pas avec moi, qui est une grille de cotation, dans le fond. C'est sûr que nous, aujourd'hui, ce n'est pas un webinaire qui est destiné uniquement aux intervenants, fait qu'on ne rentrera pas dans l'estimation du risque. Par contre, on trouve important quand même de vous guider dans le type de questions qu'on doit poser. Hein, on ne dira jamais assez qu'il faut absolument adresser directement les inquiétudes aux personnes qui sont souffrantes ou inquiétantes. Donc, je vois que le COC est quand même utilisé. Le RUD, je ne connais pas le RUD. Ça sera peut-être bien si jamais vous pouvez partager. Je trouve ça intéressant vraiment d'apprendre à de nouveaux outils. Mais si on veut peut-être rentrer un peu dans le concret, l'outil le COC, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est vraiment garder en tête 3 mots, le comment, le où et le quand. Quand on dit le comment, c'est que si vous êtes préoccupé par une personne qui est à risque suicidaire, bien, c'est important de poser des questions à savoir si la personne, souhaite passer à l'acte et de poser directement la question sur ça serait quoi son plan au niveau de son passage à l'acte. Donc, quand on parle de comment, des types de questions comme bien, comment voudrais-tu t'enlever la vie? Comment t'y prendrais-tu pour mettre fin à tes jours? C'est vraiment l'objectif du comment, c'est d'évaluer est-ce qu'il y a un moyen qui a été établi par la personne. Et quand on parle de moyens, bien, je ne donnerai pas des exemples de moyens, mais c'est de savoir si, par exemple, le moyen est accessible. Si je pense à une arme à feu, bien, c'est de voir comment on peut sécuriser cet objet-là qui est dangereux, que ce soit de la médication, que ce soit des cordes. Donc, vraiment, de questionner le comment, c'est de voir est-ce qu'il y a un moyen qui a été établi par la personne, est-ce qu'elle est rendue avec un plan vraiment précis. Et si le moyen est accessible, bien évidemment, c'est de s'assurer de retirer le moyen. Puis, c'est sûr que vous allez voir dans l'outil, moi, je parle de l'importance d'aller chercher de l'aide. C'est qu'au besoin, si par exemple, la personne ne collabore pas et que vous sentez vraiment que le risque est imminent, bien, c'est important d'aller chercher de l'aide, que ce soit le 911, d'aller chercher de l'aide de quelqu'un d'autre et de ne jamais rester la personne seule. Là, je vois des personnes intervenant de la même manière avec les enfants de moins de 10 ans. Caroline, tu avais fait une belle je ne sais pas si tu veux prendre un petit peu de temps peut-être de répondre à cette question. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une intervention qui est spécifique, l'intervention auprès des enfants, parce qu'un des grands risques de l'intervention auprès des enfants, c'est qu'ils n'ont pas la notion de l'irréversibilité de la mort. Donc, pour les enfants, on parle de moins de 10 ans, là. Par exemple, j'ai pu accompagner des enfants qui disaient, bien, moi, j'ai envie de mourir, mais qui ne savent pas qu'ils vont revenir, qu'ils ne peuvent pas revenir de la mort. Pour plein de raisons. Des fois, on va parler pour les rassurer, bien, grand-maman, elle est au ciel, elle nous regarde de là-haut, tu peux lui parler. Donc, ils ont l'impression que mourir, c'est aller ailleurs, puis que peut-être ailleurs, là, il est mieux. Donc, c'est sûr qu'auprès de l'enfant et éventuellement du jeune adolescent, il faut vraiment marteler le caractère irréversible de la mort. On ne revient pas de la mort. Mais ça reste quand même qu'il faut le questionner, le comment. Parce que si le petit coco, la petite cocotte a dans la tête de se lancer devant la voiture alors qu'il marche pour revenir chez lui, il faut écarter ce moyen-là, il faut protéger l'enfant. Donc, c'est super important. Donc, oui, on va aller questionner
le COC, mais c'est vraiment une intervention spécifique. Je pense qu'au nombre de questions qu'on reçoit finalement sur l'intervention auprès des enfants, peut-être que ça mériterait éventuellement qu'on fasse un webinaire sur le sujet même, parce que c'est vraiment des interventions très spécifiques. Mais ce que je peux vous dire, allez chercher de l'aide. Demander de l'aide, trop demander d'aide, c'est pas grave. Pas sans demander, là, se l'est, OK, dans le contexte du suicide. Donc, n'hésitez pas à appeler 1-866 appel. Il y a une ligne de prévention qui est là pour les familles aussi, pour les intervenants. Ils sont là pour vous accompagner aussi, vous répondre à vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Mais à retenir avec l'enfant, vraiment de marteler qu'on ne revient pas de la mort, que c'est une action fatale et qu'on questionne vraiment le plan pour protéger, mettre en place un filet de sécurité pour protéger l'enfant. On a cette responsabilité-là auprès de lui. Tout à fait. Donc, COC, le comment, merci Caroline. Le O pour où, dans le fond, où voudrais-tu que ça se termine pour toi? À quel endroit aimerais-tu mettre fin à tes jours? Et une des raisons pour qu'on questionne le où, bien évidemment, c'est de voir est-ce que le lieu ou est-ce que l'endroit que la personne a ciblé pour mettre fin à ses jours est disponible. Tu sais, si par exemple la personne vous dit ben moi j'aimerais vraiment ça, m'enlever la vie sur les plages de Cuba, bien évidemment, en ce moment, il y a beaucoup moins de risques que la personne est sur les plages de Cuba. Donc, je donne cet exemple-là qui est un peu utopique, mais vraiment, c'est de se dire il est où? Pas il est où la personne, dans le fond, se voit mettre fin à ses jours. Puis encore là, s'assurer de ne jamais laisser la personne seule et d'aller chercher de l'aide. Par la suite, il y a le quand. Élément très, très, très important. Le Q pour le quand, c'est vraiment quand comptes-tu mettre fin à tes jours? Quand est-ce que tu voudrais que ça se termine pour toi? Et évidemment, si la personne vous dit, ben j'en peux plus, je m'attends à m'enlever la vie aujourd'hui, mais le risque est imminent, donc vraiment, il faut intervenir rapidement. Et quand on parle d'intervention, bien évidemment, encore une fois, si la personne ne collabore pas, il y a toujours les ressources qu'on parle souvent, le 911 aussi qui peut venir en aide. Donc, vraiment, poser la question directement dans le quand. Quand veux-tu mourir? T'sais, quand est-ce que tu souhaiterais t'enlever la vie pour vraiment voir si la personne a un plan qui est imminent, dans le fond. Donc, le cas, comment, où, quand, qui va vous permettre de voir l'urgence de la situation. Et évidemment, que même si le moyen n'est pas disponible ou que le moment n'est pas établi, la vulnérabilité et la souffrance de la personne est là quand même, il faut prendre ça très au sérieux quand même, mais l'intensité de la démarche ou l'urgence de la démarche dans l'immédiat est moins importante. Puis par la suite, vous pouvez mettre un plan d'action qui va être notre autre sujet là, du webinaire aujourd'hui. J'avais beaucoup aimé, dans le cadre du dernier webinaire, Vicky, où tu disais, c'est super important, oui, d'aller justement identifier, poser les questions, mais d'abord et avant tout, la personne a besoin d'être écoutée, d'être entendue dans sa souffrance. Donc, elle a besoin d'être accueillie. Puis, si on a le privilège d'avoir cette discussion-là avec la personne, bien, offrons-lui l'espace dans lequel elle va pouvoir nommer, puis elle va pouvoir être reconnue, de valider la souffrance de la personne sans lui dire, ben non, des fois, pour rassurer, nous, on va dire, ben non, ça va aller mieux la semaine prochaine, regarde, tu vois tout noir là, parce que ça va pas, mais ça rassure pas la personne parce qu'en ce moment, elle est à ce point souffrante que ce qu'elle a besoin, c'est de sentir que quelqu'un entend cette souffrance-là. Donc, pour qu'elle accepte de nous suivre dans les stratégies éventuellement qu'on va lui proposer, dans le filet de sécurité qu'on va mettre en place, il faut qu'elle sente qu'on entend sa souffrance et qu'on est disponible aussi. Et c'est comme ça qu'on va avoir sa collaboration dans l'échange. Tout à fait. J'adore l'intervention de Mélanie qui disait qu'effectivement, le COC est de moins en moins utilisé et c'est vrai. Dans le fond, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'amener de l'information sur l'importance de poser les bonnes questions, de prendre soin des gens, d'être là et de prendre surtout au sérieux les propos des gens. Nous, on a réutilisé cet acronyme-là parce qu'il est beaucoup connu. Les gens, souvent, ils font référence puis on trouvait ça important quand même de dire qu'il y a des questions spécifiques qui doivent être posées. Mais je vous rappelle l'importance de vous référer à des professionnels qualifiés qui sont vraiment spécialisés dans l'évaluation du risque. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment plus un but d'information, mais les meilleurs pour venir intervenir, c'est vraiment ceux qui sont formés et experts en évaluation du risque suicidaire. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu tomber dans l'estimation aussi de la dangerosité. Vous allez voir sur l'outil, j'ai pris soin aussi de mettre des éléments à considérer quand on s'inquiète pour une personne. Par exemple, est-ce que la personne a déjà fait des tentatives de suicide? Est-ce que la personne a une problématique de consommation? Est-ce que
la dame ou l'homme en question a du soutien. Fait que vraiment, c'est vraiment des pistes de réflexion pour aider les gens qui n'ont pas la formation professionnelle, mais qui sont souvent confrontés à des gens qui ont des grandes vulnérabilités. Surtout en ce moment, nous, on a reçu depuis le premier webinaire énormément de messages de gens qui étaient inquiets pour des proches qui ne connaissaient pas les ressources ou qui avaient cogné à des portes, mais malheureusement, il y a peut-être qui n'avaient pas eu la chance d'être pris en charge. Donc, vraiment, c'est vraiment pour faire de l'information puis de la prévention là, pour les gens. Puis, plus on va en parler, en fait, plus on va démystifier, plus on va s'outiller. Encore là, comme tu le dis, on n'est pas tous intervenants ici aujourd'hui, donc il faut que ce soit accessible pour tous. Puis c'est vrai qu'on est mieux outillé quand on est intervenant professionnel, mais il reste que l'entourage, c'est les premiers aidants, généralement. C'est eux, les sentinelles, qui vont venir identifier la détresse et qui vont conduire ces personnes-là vers les professionnels. Puis quand on s'adresse à un professionnel pour un proche, par exemple, je m'inquiète pour un ami et que je peux être en contact et que j'ai déjà questionné un petit peu mon ami, puis je dis, ben, écoute, je sais qu'il a identifié un moyen, il ne sait pas trop quand, je ne sais pas comment faire pour assurer qu'il ne passe pas à l'acte. Donc, déjà, ça donne plus d'informations professionnelles pour encore mieux instaurer un filet de sécurité auprès de la personne et vous pister. Donc, c'est pour ça qu'on propose ces outils-là. Puis je réinsiste sur le fait qu'effectivement, peu importe le moyen ou la planification, ce qui est important, c'est d'aller chercher de l'aide malgré tout, puis de l'aide rapidement. Donc, vraiment, on n'évalue pas comme personne, surtout si on n'est pas professionnel, si le plan est réel ou pas. On peut questionner pour se faire une tête, mais vraiment, ce qui est important, c'est d'aller chercher de l'aide et prendre au sérieux la personne parce qu'effectivement, tu sais, il peut y avoir un événement qui vient précipiter. Hein? Quelqu'un pourrait avoir un plan à long terme, puis un événement comme une rupture amoureuse, une perte d'emploi. On sait que dans le contexte de la pandémie actuelle, les gens vivent des stress énormes. Donc, effectivement, la notion de temps n'est pas seulement... le but n'est pas de juste se fier sur est-ce que la planification du suicide est proche ou rapprochée ou éloignée. C'est vraiment de dire aller chercher de l'aide et soutenir la personne. Puis, on va vous parler de stratégies pour justement mettre un petit plan d'action comme proche ou comme personne qui accompagne des gens qui sont vulnérables. Puis, évidemment, avant, on reçoit une question, mais avant même de demander le cas, de questionner le cas, c'est de dire ouvertement à la personne, là, j'entends que tu me parles que tu es épuisé, tu es fatigué, tu as l'impression que tu ne vois pas le bout, tu as l'impression que ça ira jamais mieux. Ça m'inquiète ce que tu me dis. Est-ce que tu penses à mourir? Est-ce que ça t'arrive de penser à mourir? Est-ce que tu as envie de te suicider? Donc, la personne va vous répondre. Puis, c'est pas de poser la question, lui mettra pas l'idée dans la tête de « ouais, finalement, je devrais peut-être mourir ». Non, au contraire, la personne, possiblement que ça va la soulager d'en parler. Donc, oser demander la question, la vraie question pour avoir des vraies réponses. Plus on est juste, plus on est capable de mettre des interventions en place qui sont efficaces et qui sont bonnes pour la personne aussi. Donc, oser poser ces bonnes questions-là, puis au mieux, la personne vous dira, ben voyons donc, non, pas du tout, là, écoute, je vois pas le bout, mais j'ai pas envie de mourir, là. OK, bien, je suis rassurée. OK, tu me vois rassurée, mais si c'était le cas, là, tu sais que tu peux m'en parler. Je vais être là pour toi, puis je vais t'aider. Donc, c'est de ne pas dramatiser, de dire, ah, mon Dieu, une chance, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec toi si tu voulais mourir, tu sais. Parce que là, si ça y arrivait, de dire, OK, c'est pas sur elle que je peux compter. Donc, de garder ouverture, écoute, je comprends, puis tant mieux que c'est pas ça, mais sache que je suis là pour toi. Donc, je serai là si tu avais besoin de moi. Donc, ça, c'est super important. Tout à fait. Donc, le bel outil COC qui peut nous aider, mais ton beau plan d'action que tu as préparé. Tout à fait. Parce que les gens ont besoin de moyens pour dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai identifié des idéations suicidaires? Oui, tout à fait. Puis vous allez voir dans le plan d'action, ça va rejoindre aussi l'outil de Caroline au niveau de l'ambivalence, mais vous allez voir, chaque lettre, je propose des stratégies qui peuvent vous aider. La première, c'est vraiment d'essayer de faire réactiver un peu la partie de la personne qui veut vivre. Hein. C'est de voir, est-ce que la personne a un but à atteindre? Est-ce que la personne est capable de se projeter puis qui a envie de se projeter? Puis souvent, quand on peut la mettre en relation avec quelque chose qu'elle affectionne, par exemple, où on déploie ses forces, vous allez voir, même si la personne est épuisée puis qu'elle est fatiguée, des fois, si on lui parle, hey, montre-moi donc une photo de ton enfant. Parle-moi de quelque chose qui t'intéresse la semaine prochaine. C'est vraiment de la projeter vers des choses ou des activités que la personne va apprécier. Je vous rappelle aussi l'importance des petits pas. J'ai pensé vous montrer une petite image ici que j'ai vue sur
sur Facebook récemment, mais ça se peut que la personne n'a pas l'énergie pour aller faire une activité comme par exemple du sport ou aller à la salle d'entraînement. Mais par contre, peut-être qu'elle est capable d'aller prendre une petite marche de 5 minutes. Donc, vraiment souligner les petits pas. Je vous encourage aussi à limiter les sources de stress de la personne. Quand on parle de stress, des fois, sans s'en rendre compte, on parlait beaucoup des choses à éviter, mais si par exemple, vous lui dites « Ah ben, j'avais pas besoin d'entendre ça, que tu avais envie de mourir, hey, ça me décourage, tu es la troisième personne qui me parle de tout ça en ce moment », bien, c'est sûr que ça va créer un stress à la personne qui vient de se confier à vous. Donc, vraiment surveiller votre attitude quand même face aux aveux ou face à l'expression des émotions de la personne. Vous avez le droit de dire que ça vous inquiète, vous avez le droit de dire que vous ne pouvez pas rester seul avec ça, mais par contre, je pense qu'il faut surveiller un peu notre réaction face à la détresse de la personne. Une stratégie aussi que je trouve super importante, c'est d'amener la personne à voir qu'elle est plus grande ou plus importante que son problème. Puis on n'est pas là pour minimiser, on est plus là de dire, bien, tu as des belles forces, tu as des belles habiletés. Puis ça, souvent, ça fait toute une différence quand les personnes voient vraiment en noir. Ils ne se rappellent pas de leurs forces et de leurs compétences. Donc, vraiment, de prendre un peu un recul et d'aider la personne à voir qu'il n'y a pas juste un problème en ce moment, où il n'y a pas juste une détresse, il y a autre chose. Ça peut être des stratégies qui vont aider. Tantôt, je vous parlais de nourrir la partie de la personne qui veut vivre. C'est que derrière chaque souffrance, il y a toujours encore une petite partie de la personne qui veut vivre parce qu'elle est devant vous. Puis, tu sais, Caroline, tu le disais bien la dernière fois, il faut vraiment arriver à nommer, puis on en parlera dans ton outil, c'est qu'est-ce qui t'a amené à rester en vie jusqu'à maintenant, puis c'est de s'accrocher à ces petites parties-là. Je vous rappelle aussi l'importance de demander de l'aide, hein, que ce soit pour une détresse, un risque suicidaire. Vous ne pouvez pas rester seul avec la souffrance ou la détresse psychologique de quelqu'un, soit au niveau de votre travail ou vraiment dans votre quotidien là, comme parent. Tu sais, je vois beaucoup des parents. Tantôt, j'avais une maman qui m'écrivait justement pour des inquiétudes qu'elle avait pour son fils. Vous ne pouvez pas rester seul avec ça. Allez chercher de l'aide. Je vois des questions. J'aimerais bien dire, OK, mais ça va mal en ce moment. C'est sûr que tantôt, on prendra le temps. Là, aujourd'hui, on avait un plan, assez accéléré de contenu. Je vais terminer avec quelques autres moyens pour après ça laisser la parole à Caroline qui va vraiment travailler en profondeur tout ce qui est l'ambivalence. Essayez dans le meilleur du possible, d'amener la personne à voir que la situation n'est pas permanente. On le sait, la santé mentale ou la détresse, il y a toujours des solutions. C'est important que les solutions viennent de la personne, mais c'est important d'axer son énergie sur des personnes rétablies, plutôt que sur des personnes que ça a été plus difficile. Essayez d'amener la personne à connecter avec ses ressources en essayant de la questionner sur qu'est-ce qui a fonctionné par le passé. Quels moyens as-tu déjà mis en place pour t'aider? Des phrases comme « qu'est-ce qui a fonctionné » est souvent plus favorable que « est-ce que ça a déjà marché si tu as fait telle chose ?» On amène un doute, donc vraiment d'y aller avec le sentiment de pouvoir de la personne. N'oubliez pas de vous intéresser aux parties de la personne qui veut vivre, donc de la projeter dans l'avenir sur quelque chose qui peut la stimuler. Puis, quand on parle aussi d'une personne dans votre entourage ou au travail, peu importe, faites des régulations. Dans le fond, faites un suivi pour s'assurer, dans le fond, que si vous mettez un plan d'action, par exemple, avec une personne, vous lui dites, écoute, il faut que tu ailles chercher de l'aide, on va en parler à ta maman, on va en parler à ton conjoint. Bien, assurez-vous, de l'adhésion au plan d'action. Est-ce que la personne a envie de l'appliquer? Est-ce qu'elle est d'accord avec ce que vous lui proposez? L'utilisation des échelles peut être intéressante. Tu sais, on a regardé un plan d'action ensemble. 1, tu dois aller voir ton médecin. 2, tu dois aller au faubourg chercher de l'aide. Bon, tu dois rester jamais seul. Puis, si par exemple, vous questionnez la personne à savoir, bien, t'en penses quoi du plan, à combien tu es prête à l'appliquer, puis qu'elle vous dit, bien, un ou deux, puis elle ne croit pas nécessairement qu'elle va l'appliquer, bien là, vous avez un indice qu'il y a une dangerosité puis qu'il y a une inquiétude à avoir. Fait que des fois, vous pourriez dire, par exemple, bien, qu'est-ce que ça te prendrait pour monter à 3? Tu sais, vraiment travailler un peu en approche motivationnelle, mais vraiment vérifier l'adhésion. Puis, ben, je vais laisser la parole à Caroline pour le dernier acronyme qui est l'ambivalence, où tu vas pouvoir nous présenter ton merveilleux outil. Donc, en fait, ça, c'est l'acronyme VIE. Je cherchais un petit peu une façon qui reste dans la tête, là, de dire comment on raccroche la personne à la vie. Je me disais, mais je vais créer l'acronyme VIE. Donc, en fait,
Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je mentionnais que j'étais intervenante téléphonique à Suicide Action Montréal pendant près de 2 ans. Et une partie super importante sur laquelle on se devait travailler, dans le cadre de mon intervention auprès de la clientèle, je mise encore, évidemment, c'est de travailler l'ambivalence. L'ambivalence, c'est de faire grandir la partie qui veut vivre. Assurément, la personne, en ce moment, elle a envie de mourir parce que les difficultés sont à ce point grandes qu'elle ne se voit plus continuer à vivre de cette façon-là. Donc là où il faut travailler l'envie qui veut vivre, l'envie de vivre, c'est pour la faire grandir un petit peu, pour la protéger de l'envie de mourir aussi. Donc, l'acronyme VIE, très simple. Le premier, c'est le V pour vivre. Là, je vous propose dans l'outil différentes formulations de questionnements pour explorer cette partie-là qui veut vivre avec la personne. Donc, par exemple, je vais de mémoire là, ce que je vous ai partagé, mais en ce moment, qu'est-ce qui vaudrait la peine que tu restes en vie encore un peu? À quoi tu te raccroches? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu es encore en vie devant moi, malgré tout ce que tu me dis? J'entends que c'est dur ce que tu traverses. Là. Tu traverses vraiment beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore en vie? Qu'est-ce qui t'a donné encore envie de vivre? Puis là, j'entends, tu me parles beaucoup de la partie qui veut mourir, puis ça, je comprends parce que tu vis beaucoup de difficultés. Mais j'aimerais ça que tu me parles de cette partie-là, toi qui veux vivre, parce qu'elle est là. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de toi qui se bat. Puis moi, c'est à cette partie-là que j'aimerais parler. Est-ce que tu me permets de parler à cette partie-là? Donc, on redonne beaucoup de contrôle, beaucoup de pouvoir à la personne, puis on lui fait travailler doucement cette ambivalence-là dans beaucoup de respect. Puisque l'expérience m'a appris, c'est que la personne va peut-être accepter, partager un petit peu l'envie qu'il veut vivre, puis là, elle va être ramenée vers l'envie qu'il veut mourir. Bien, c'est à nous de faire une belle danse, très respectueuse, et quand elle veut tendre vers la partie qui veut mourir, parce qu'elle a besoin d'en parler, c'est de ne pas la brusquer vers la partie qui veut vivre, de « oui, mais parle-moi encore de celle qui veut vivre ». Non, entendez-la, la partie de souffrance. Parce que c'est comme si on a un gros ballon dans l'intérieur de nous, un gros ballon d'émotions, puis il faut le souffler, ce ballon-là, pour arriver à voir clair. Sinon, notre cerveau, il est complètement rempli, puis la partie raisonnable de notre cerveau, bien, est bien difficile à atteindre. Donc, permettez-lui de la souffler, sa ballonne, puis vous êtes là pour l'aider à doucement la vider, et tout doucement, vous la ramenez vers la partie qui veut vivre. Donc, le V pour vivre. Le I pour ce qui est important pour toi. Jusqu'ici, qu'est-ce qui a été assez important pour te garder en vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a été... Tu me dis que ça fait des années que tu souffres comme ça, mais jusqu'ici, dans le passé, là, qu'est-ce qui a été assez important pour pas que tu t'enlèves la vie? Hein? Donc, d'aller voir aussi dans le passé, qu'est-ce qui lui a permis de se raccrocher et de garder une envie de vivre aussi? Parce que clairement, il est là. Donc, il y a eu une envie de vivre qui est restée, et peut-être très petite, mais elle est là quand même. Donc, qu'est-ce qui est assez important pour lui? Donc, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un cours de musique qu'il fait qu'il adore? Est-ce que c'est un projet dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un rêve? Donc, explorer avec la personne qu'est-ce qui est important pour elle. Ou, j'aime bien ton idée de la baguette magique. Tu dis que tu utilises toujours la baguette magique dans tes interventions, mais si j'avais une baguette magique, qu'est-ce qui serait important qu'il soit là pour que tu veuilles rester en vie? Parce que disons, il n'y a plus rien d'important pour moi. OK, bien si j'avais une baguette magique qui te l'enlevait ta souffrance, bien ce serait quoi qui serait important encore pour toi? Ou qu'est-ce qui doit être là? Qui est vraiment important qu'il soit là pour que tu veuilles rester en vie. Comme ça nous teste aussi à savoir, mais comment je peux doucement, un petit pas à la fois, arriver à mettre ça en place dans sa vie ou quelque chose qui ressemble pour faire grandir la partie qui veut vivre. Puis souvent, avec l'utilisation des techniques comme ce que tu as raconté, autant le ballon que la baguette magique, c'est aussi de trouver des exceptions. Tu sais, la personne va nous pister à travers ce qui est important encore pour elle, puis elle va nous permettre aussi de voir qu'est-ce qui a peut-être par le passé fonctionné. Fait que vraiment de miser sur c'est quoi les exceptions qui peuvent amener la personne à vouloir grandir la partie d'elle qui veut vivre encore. Puis, je veux une réponse à une question, à laquelle j'ai envie de répondre tout de suite. C'est pas un peu brutal de poser les questions comme telles? Non, c'est l'approche qui est préconisée pour l'intervention auprès des gens suicidaires. C'est l'approche orientée vers les solutions. C'est exactement ce qu'on est en train de travailler. Donc, évidemment, là, nous, on va se le dire, on vous le garoche là, en 30 minutes. Donc, c'est tout dans l'intention, dans le respect de la personne, mais de poser des vraies questions pour aller vers des vraies solutions. Ça va permettre d'instaurer un filet de sécurité. Et donc, oui, on peut poser les vraies questions en douceur.
Donc, demander à la personne, est-ce que tu as envie de mourir? Est-ce que des fois, tu auras envie de partir, d'aller, de ne plus te réveiller? Donc, on peut y aller doucement, sans la brusquerie. As-tu envie d'être mort? On n'est pas obligé de dire ça de même non plus, là. Mais de poser des vraies questions, c'est ce qui est souhaitable et c'est ce qui nous est enseigné dans tous les programmes universitaires ou collégiales où on doit faire de l'intervention auprès des personnes suicidaires. Puis imaginez, excuse-moi Caroline, je ne voulais pas t'interrompre, imaginez la personne qui vit avec les grosses roches dans son sac à dos. On utilise beaucoup les techniques d'impact, mais la personne se promène avec des grosses roches. C'est lourd pour elle, elle ne se sent pas bien, elle se sent déprimée, elle voit noir, mais elle a besoin de sentir que les gens portent un regard qui est authentique à sa réalité. Souvent, c'est que quand on voit des gens qui sont vulnérables, on ne sait pas trop comment en parler. On a peur de faire des erreurs, mais on ne fera jamais d'erreur à prendre soin des gens puis à leur démontrer nos inquiétudes. Puis, vous allez voir la personne qui est encore vivante devant vous, bien, elle a encore envie de vivre un petit peu. Puis, c'est là où vous devez lui démontrer que vous voyez ce qu'elle vit puis que ce n'est pas facile. Donc, en posant les bonnes questions, les vraies questions. Puis encore là, il n'y a pas d'erreur qui peut être faite quand on se soucie des gens. Puis gardez en tête que nous, c'est issu de... Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Toi aussi, Caroline, ça fait longtemps qu'on travaille avec des gens qui sont vulnérables. Nous, aujourd'hui, on voulait surtout vous pister sur comment vous pouvez vous y prendre. Autant pour les... On a eu des professionnels, puis on le voit. Là, je vois beaucoup de gens qui sont professionnels parmi nous qui probablement ont envie d'avoir un refresh aussi sur comment on travaille l'ambivalence, par exemple, puis quel type de questions on peut poser. Mais pour ceux qui sont dans le webinaire, mais qui n'ont pas nécessairement de formation comme professionnel de la santé, là, soyez indulgents envers vous. Puis vous allez voir les outils qu'on vous propose, c'est vraiment très clair et concret. Donc, vous pourrez avoir ça pas trop loin puis vous en inspirer au besoin. Et je rappelle l'importance de demander de l'aide aux professionnels. Si on parle d'un 866 appel, le 811 pour les gens du Québec, le 911 au besoin, mais vraiment, restez pas seul avec des inquiétudes. Non, puis même après, moi, ça fait 12 ans que je suis intervenante, puis ça m'arrive encore de ne pas trop savoir comment poser la question ou d'être un peu maladroite. Puis la personne, ça arrive de dire, bien voyons donc que tu me demandes ça. Puis je vais le dire tout doucement, mais écoute, je m'excuse si c'est mal sorti, je suis inquiète pour toi. Donc, ça m'inquiète. Est-ce que tu m'autorises à en parler avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que que tu acceptes de parler avec moi? Donc, acceptez, soyez authentique. L'authenticité, ça ne trahit pas. Donc, on partage nos intentions, puis quand l'intention, c'est de l'amour puis de la bienveillance, on ne se trompe pas, là. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien à la personne qui est devant vous aussi. Donc, permettez-vous de les poser un petit peu tout croche, les questions, mais de les poser, plutôt que de dire « j'aurais dû y poser ». On ne peut pas rester avec un « j'aurais dû y poser ». Donc, c'est mieux une question mal formulée qu'une question qui n'a pas été posée parce qu'on était trop mal à l'aise. Okay, mais allez chercher de l'aide. Donc, il y a une collègue ici qui vous a partagé des outils. Là, ça va vite parce que les gens commentent beaucoup et c'est super. On va tenter de tout répondre. Mais le site rcpsq.org pour trouver un centre de prévention de suicide près de chez vous partout au Québec. rcpsq.org. Donc, vraiment, suicide.ca, Suicide Action Montréal, l'Association québécoise de prévention du suicide. Aller chercher de l'aide. Puis je vois des questions par rapport aux gens d'Europe. On pourra peut-être faire une recherche, là, si jamais des gens d'Europe qui connaissent des ressources internationales en lien avec le suicide, peut-être les partager. Je voyais une question qu'on pourrait peut-être répondre rapidement. Tu sais, au niveau de la baguette magique, si la personne demande la présence d'un défunt, bien, moi, souvent, j'ai utilisé un peu qu'est-ce que tu aurais envie de dire si elle était là, tu sais, comment tu pourrais lui dire les choses que tu as envie de lui dire. Puis il y a plein de façons de travailler, tu sais, que ça peut être une lettre, des souvenirs, des images. Ça peut être de faire en sorte que la personne puisse connecter, tu sais. Des fois, on peut utiliser, bien, si la personne était à côté de toi, tu sais, si on réussissait à la faire revivre, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qui te manque de la personne, par exemple? Fait que, tu sais, vraiment d'aller rechercher, bien, j'avais besoin de son soutien, j'aurais besoin qu'elle m'écoute. Ben, qui pourrait t'écouter en ce moment? Fait que c'est vraiment, puis là, on pourrait rentrer dans, c'est beaucoup de l'intervention comme plus spécifique, mais dites-vous que si la personne voudrait faire revivre quelqu'un qui est décédé, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir. On a du pouvoir sur créer des ancrages. Hein? C'est quoi ton meilleur souvenir avec cette personne? Vous pouvez faire un scrapbook. Moi, j'utilise beaucoup les scrapbooks avec les gens qui sont endeuillés, par exemple. Mais vraiment, gardez en tête que
même si vous n'avez pas de pouvoir sur faire revenir la personne en vie, vous pouvez quand même essayer de voir qu'est-ce que ça représentait pour la personne, vraiment. Puis des fois, la personne va nous dire « Ah, moi, j'aurais besoin que mon ex revienne avec moi. » OK? Par exemple, donc, évidemment, si non plus, vous n'avez pas de pouvoir sur ça. Puis le but, c'est pas de dire « Je vais te donner la solution. » là. C'est de laisser entendre c'est quoi sa détresse. Sa détresse, c'est un manque profond, c'est une blessure. C'est ça que vous dit la personne en ce moment. Mais c'est de ça qu'on va parler. Alors, plutôt que de dire, je ne peux pas la faire revenir, je ne sais pas, je peux peut-être l'appeler. Faites pas ça, vous n'avez pas besoin de rentrer là-dedans. Nommez-lui, elle te manque, tu t'ennuies d'être avec, ça te fait vraiment de la peine, tu t'en es pas remis, hein? Ça fait des mois, puis tu t'en es pas remis, tu me disais que ça allait bien, mais c'était pas ça. Fais-lui parler ta souffrance. Elle a besoin de nommer la personne. Donc, permettez d'explorer cette partie-là. Puis la personne est bien consciente que vous n'allez pas faire revenir un membre, là. OK? Peut-être qu'elle a espoir que vous allez parler à son ex puis le convaincre et recadrer aussi, tu sais, doucement. En ce moment, regarde, je suis là pour toi, puis je vais t'aider à prendre soin de toi, mais je ne peux pas décider pour l'autre personne de revenir en couple, mais je suis là puis je l'entends qu'elle te manque, puis je l'entends que ça te fait vraiment de la peine. Ça, tu peux compter sur moi. Ça, je vais t'aider. Donc, on rassure la personne, on crée un filet de sécurité autour d'elle. Puis justement, le dernier point de mon vie, c'est entourage. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage sur qui tu peux compter en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage sur qui tu as pu compter dans le passé alors que tu ne te sentais pas bien? Et moi, j'avais leur demander dans ton entourage, qui se préoccuperait là, de t'entendre, si entendait notre conversation, là, qui se préoccuperait de toi, voudrait te venir en aide? Parce que, ouais, mais là, je ne vais pas le déranger. Mais attends, on ne choisira pas pour la personne si elle est disponible ou pas pour t'aider. OK, mais on va juste en parler pour éveiller que peut-être qu'il y a un réseau. Ça se peut qu'il n'y ait pas de réseau autour de la personne. Puis, on va créer d'autres filets de sécurité. Donc, si elle appelle à une ligne de prévention de suicide, on va le mettre en contact avec des gens du CLSC, avec des organismes communautaires. Donc, on va créer cet entourage-là qui va être sécurisant pour la personne. Mais pour revenir à la vie, c'est donner à la personne, redonner à la personne une lueur d'espoir qui dit, bien, peut-être finalement qu'il y a encore une partie de moi qui veut vivre. Et on va miser à faire grandir cette partie-là qui veut vivre plutôt que de se concentrer uniquement sur la partie qui veut mourir. Donc, on voit, il y a beaucoup de questions qui entrent. Est-ce qu'on fait un petit tour de questions? Ben oui, avec plaisir. Moi, je n'ai pas regardé sur les réseaux, mais... Écoute, ça file tellement vite, une demi-heure. Puis nous, ce que ça nous dit aussi, tu sais, je vous remercie vraiment d'être avec nous encore aujourd'hui. Puis on sent tellement que c'est un sujet, je ne dirais pas tabou, mais c'est un sujet qui est très délicat. On reçoit beaucoup de questions depuis, puis on est contente, Caroline et moi, de pouvoir justement tenter de vous éclairer puis vous donner accès à c'est ça, des informations qui peuvent vous aider vraiment dans le contexte à faire une différence. Merci de votre confiance. Je vois je ne sais pas, Caroline, tu prends des questions, mais je pourrais regarder sur les réseaux. Puis, Oui, moi, je vais faire un petit tour de questions ici. OK. Que pensez-vous de la tendance des médias à ne pas couvrir les décès par suicide de la population? Est-ce que cela contribue réellement? Hop, j'ai perdu le fil. Je prends. Pardon. Donc, j'avais besoin de lui, donc je vais résumer sa question. On ne parle pas, pas beaucoup des suicides à la télévision, dans les médias. Est-ce que ça l'aide vraiment à prévenir le suicide? En fait, il a été démontré que, du moins dans l'entourage immédiat, quand il y a un proche qui se suicide, ça fragilise l'entourage. Donc, il y a plus de risques de passage à l'acte chez ceux qui ont vécu un suicide dans leur entourage. Donc, je présume que c'est dans cette même optique qu'on ne va pas partager dans les médias. Oui. Puis, quand j'étais à la maîtrise, j'avais fait un cours justement sur l'intervention au niveau du ressuscitant. Puis, il y a tout aussi l'effet d'entraînement parce que les célébrités qui ont complété un suicide, bien, ça l'a eu, dans certains cas, les gens vulnérables, par exemple, si un artiste connu complète son suicide, c'est comme si ça a un effet d'entraînement. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus important que de parler du suicide. Je pense qu'il faut être prudent parce que les gens, on le sait souvent, on va parler d'influenciabilité, on va parler que les gens s'identifient beaucoup aux autres. On regarde, si par exemple, Céline Dion va faire quelque chose de spécial, bien, il y a des gens qui vont vouloir acheter ce que Céline Dion, par exemple, a proposé. Je donne un exemple comme ça, mais on s'identifie beaucoup aux artistes. Donc, vraiment, il y a tout l'aspect d'effet d'entraînement qui amène les gens
Puis c'est correct aussi, là, on voyait aussi, il y a des moments, il y a des mois où il y a plus de suicides complétés. Il y a aussi des pics quand il y a une personnalité connue qui complète un suicide. Donc, c'est vraiment pour éviter l'effet d'entraînement. Ça n'empêche pas qu'on peut en parler, par exemple. Ça n'empêche pas qu'on peut en parler, puis d'être présent, puis de demander de l'aide si on est inquiet. Mais c'est que dans les médias, ils font que nous envoyer l'information sans prendre soin de ceux qui la reçoivent et de comment les gens la reçoivent. Mais assurément, si vous travaillez dans des groupes classes, auprès des groupes et vous voyez que quand vous entendez quelqu'un parler de ça, ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, vous avez entendu qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça vous fait penser? Comment ça vous fait ressentir? Vous, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? À quoi vous vous raccrochez quand vous n'allez pas bien? Puis ça l'amorce des belles discussions, mais il ne faut pas envoyer cette information-là juste pour l'envoyer. Ça nous ramène à notre défi aussi, Caroline, qu'on avait parlé au premier webinaire, c'est comment vous prenez soin de vous. On parle beaucoup de prendre soin. On suggère aux gens de prendre soin de soi, même nous comme professionnels, mais comment vous prenez soin de vous. Ça aussi, ça peut être abordé dans une discussion avec quelqu'un de votre entourage, suite à une situation comme ça où on entend parler d'un suicide, ou c'est de parler de la santé mentale, c'est de faire en sorte que la santé mentale ne devienne plus tabou. Puis on le sait souvent, on dit que la santé mentale, ça n'a pas de visage. C'est quand quelqu'un est blessé, par exemple, qui est en chaise roulante, bien, tous les gens vont aller vers la personne pour lui proposer leur aide. Quand la personne souffre d'une problématique de santé mentale, on ne le voit pas. On ne le voit pas nécessairement. Donc, c'est vraiment d'adresser la santé mentale puis de prendre soin vraiment les uns les autres là, au quotidien. Une question qui est entrée qui dit, est-ce que les contes, les livres, là, les contes, c'est bien pour aborder le suicide? Mais je ne suis pas sûre de comprendre la question. Même des parents peuvent aider. Pour ma part, je ne prendrais pas un conte qui parle de suicide, mais je parlerais d'un conte de comment on nourrit le bonheur, comment on nourrit le bien-être. Donc, il y a un livre pour enfants qui s'appelle, le nom m'échappe, Le seau de bonheur. Je vais trouver le nom exact. As-tu rempli ton seau de bonheur aujourd'hui? C'est des livres comme ça que j'utilise avec les enfants. Donc, ton seau de bonheur, c'est tu prends avec une chaudière, toute la journée, tu remplis ton seau de bonheur pour les aider à identifier dans leur environnement, dans leur journée, des petites sources de bonheur qui apaisent, qui font du bien. Okay? Donc, j'irais plus vers des ressources comme ça que parce qu'avec l'enfant, la notion de mort est très complexe. Alors, j'irais plus vers des alternatives de cette façon-là. Puis, Caroline, peut-être que je voudrais juste repréciser quelque chose parce que je trouve ça important. Moi, je pense que l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment d'adresser la détresse psychologique. Je pense que, évidemment, si dans votre quotidien, vous côtoyez des gens qui se sentent bien, vous n'avez pas d'inquiétude, le but n'est pas de parler du suicide si vous n'alimentez pas des inquiétudes. Je pense que c'est important de parler de la santé mentale. C'est important de renforcer le fait de prendre soin de sa santé mentale, de se créer des petits bonheurs. Nous, au travail, on se fait des petits mots, on se fait des petites surprises, d'essayer de cultiver la bienveillance envers vous-même et vos proches. Puis, juste pour préciser, puis je ne vous dis pas si vous êtes inquiète pour quelqu'un qui a des idées suicidaires, vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en détresse, oui, effectivement, vous pouvez le questionner à savoir comment il va, vous pouvez lui suggérer d'aller chercher de l'aide, mais l'objectif, quand on parle que parler du suicide au niveau des médias peut augmenter le taux de suicide, c'est juste l'effet d'entraînement. C'est différent parce que souvent, les gens qui sont vulnérables et qui sont vraiment à risque de suicide, bien souvent, on parlait tantôt au niveau de l'imprévisibilité, c'est que des fois, ils ont envie de mourir, ils sont envahis par des idées noires, mais ils n'ont pas de plan. Puis des fois, de savoir que quelqu'un a réussi à le faire, lui a eu le courage de le faire, parce que souvent, les gens vont voir ça comme du courage, même si on le sait que c'est une grande détresse, mais c'est souvent là que ça va précipiter. Fait que vraiment, je reviens sur la notion de temps. Une personne à risque qui a des idées noires, c'est toujours inquiétant. Il faut toujours prendre ça au sérieux. L'intervention, par exemple, du 911 n'aura pas la même intensité si vous êtes avec la personne puis qu'elle n'est pas seule puis que vous êtes capable de mettre un filet de sécurité. Mais gardez en tête, la raison pourquoi ce n'est pas parlé dans les médias, c'est vraiment pour l'entraînement parce que les gens s'identifient aux célébrités beaucoup. J'espère que ça a été peut-être mieux. Questions qui reviennent sur l'intervention quand un proche a une pathologie ou un trouble de personnalité. Donc, on ne va pas rentrer d'abord, le temps nous file, puis on ne peut pas rentrer dans quelque chose d'aussi spécifique avec des gens qui ne sont pas intervenants, pas professionnels. Donc, on ne peut pas rentrer dans cette spécificité-là, pardon, il était dur à dire ce moment-là. Mais je vais rappeler ce que Vicky, tu as dit la dernière fois, c'est
un appel à l'aide, c'est quand même un appel à l'aide. Donc, il ne faut pas se dire, oh, regarde, elle le fait tout le temps, elle ne le fera pas, ou elle cherche juste de l'attention. Donc, clairement, la personne a un besoin derrière, puis c'est au besoin qu'il faut s'intéresser. Donc, elle a un besoin d'en parler, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être entendue. Quand on dit, elle cherche juste l'attention, bien, elle a besoin d'être en relation. Elle cherche à faire peur, bien, elle a besoin qu'on lui confirme notre amour. Elle a besoin de confirmer qu'on tient à elle. Donc, il y a des besoins derrière les comportements et on va toujours avoir avantage à aller chercher, à répondre à ces besoins-là pour donner à la personne l'occasion de développer ses ressources, pour éventuellement avoir d'autres façons de nous dire. Mais il ne faut pas oublier que des fois, c'est la seule façon qu'ils ont de nous dire et ce n'est pas parce qu'ils ont un pattern, donc répéter tout le temps les mêmes genres de comportements, que pour autant la personne veut pas mourir pour de vrai. Puis malheureusement, bien, ça arrive qu'il y a plusieurs tentatives et qu'une fois que le suicide est complété. Donc, de toujours garder en tête que la demande, elle est là, on va s'en préoccuper et de mettre un filet de sécurité autour de la personne pour assurer une réponse à ses besoins, mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Si vous dites, elle m'appelle à chaque soir pour me dire qu'elle va se tuer, mais restez pas seul avec ça. Vous n'avez pas à être le seul qui reçoit ces appels-là, aller chercher de l'aide. Le 811, un 866 appelle. Donc, demandez du soutien pour ne pas vivre seul avec cette pression-là d'avoir à protéger la vie de quelqu'un d'autre. C'est un énorme mentor. Puis peut-être que je pourrais vous envoyer, j'avais créé un outil vraiment pour les parents ou les proches d'une personne atteinte d'un trouble de personnalité limite, parce que souvent, c'est des personnes qui vont jongler avec des idéations suicidaires ou en tout cas qui vont avoir des acting out assez fréquents. Je pourrais vous l'envoyer, là, on va se trouver une façon, Caroline, peut-être pour vous l'envoyer, ce serait peut-être un outil qui pourrait vous guider pour ceux qui vivent avec une personne qui a une problématique de santé mentale. Puis c'est sûr qu'il faut, on le sait, hein, la santé mentale, c'est imprévisible. Les gens qui ont des troubles de santé mentale, bien, souvent, ils peuvent avoir beaucoup d'acting out. Donc, vraiment, c'est important d'identifier un cadre temporel puis mettre vos limites tout en allant chercher de l'aide, comme Caroline disait. Vraiment, ne restez pas seul, mais c'est important de toujours prendre au sérieux les propos, même si ça fait plusieurs fois que la personne a tenu ce discours. Un commentaire qui est intéressant à répondre, surtout. La personne dit, donc, ce que je comprends, ce n'est pas de poser la question qui donne des idéations suicidaires, mais c'est de démontrer les personnes qui se suicident. Exactement. En parler ne provoquera pas un suicide, mais d'exposer tous les gens qui se sont suicidés pourrait influencer la personne à passer à l'acte, par exemple. Donc, en parler, il faut vraiment enlever ce tabou-là. Parler de suicide ne donne pas des idéations suicidaires. Au contraire, ça permet à la personne de trouver du sens, de mettre des mots, de se sentir entendue, de se sentir compris, d'avoir un espace dans lequel elle peut s'exprimer. Ça, c'est super important. C'est le meilleur filet de sécurité qu'on a pour la protéger. Tout à fait. Donc, est-ce que Vanessa, qui est notre soutien informatique, tu pourrais repartager les outils une dernière fois avant qu'on se quitte? On n'a pas encore prévu de date, mais on s'est dit pourquoi pas un troisième webinaire sur le sujet, encore sur la prévention du suicide. En novembre, on vise la fin novembre. On va annoncer sous peu sur nos pages Facebook. Vous pouvez rejoindre la page Vicky Bois, psychoéducatrice, ou la page de laquelle page que tu donnes, toi, tu Vicky Bois, psychoéducatrice? Oui, Vicky Bois, celle de la clinique, clinique psychosociale SOS Changement. Ou sur ma page Facebook, Service psychosocial pas à pas. Donc, on va rendre les rediffusions disponibles, les outils disponibles, puis c'est là qu'on va afficher aussi les prochains événements et les événements à venir. On parle de prévention du suicide, mais on couvre toutes sortes d'autres sujets également pour vous venir en aide. Donc, si vous avez envie de suivre nos pages. Puis, on avait déjà dans notre plan, Caroline et moi, de parler d'interventions spécifiques pour les endeuillés par suicide, en étant moi-même une personne on a discuté dans le premier webinaire là, que j'ai vécu des suicides près de moi. Donc, vraiment, un webinaire pour les endeuillés par suicide et aussi peut-être un webinaire au niveau de l'intervention près des enfants parce que c'est une question qui revient. Puis là, vu qu'on aime bien travailler ensemble, peut-être un sur la problématique de santé mentale et le ressuscitant, mais bref, on est vraiment... on se sent vraiment privilégié de pouvoir faire une différence avec vous, faire une différence au Québec, en Europe. C'est impressionnant de voir les gens qui veulent faire du bien autour d'eux, qui se soucient de la détresse psychologique, parce que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on plus que jamais, on doit se serrer les coudes, être bienveillant.
Oui. Vraiment... Absolument. Puis, on a bien entendu qu'il y a beaucoup d'intervenants professionnels qui sont là, donc peut-être qu'on réfléchira à une formule spécifique pour vous pour aller plus loin dans certains sujets, pour parler vraiment d'intervention pure, là. Donc, on garde tout ça en tête, puis vos demandes sont entendues. De l'Afrique aussi qu'on voit. C'est le fun de voir. N'hésitez pas à nous soumettre vos initiatives. Tu sais, c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. Puis, moi, je crois beaucoup que c'est chaque petit pas compte. Hein. Si on veut changer le monde, ben c'est tous ensemble qu'on peut le faire. Donc, vraiment, vos idées, c'est vraiment les bienvenus aussi. Puis, n'hésitez pas à repartager cette capsule-là. Oui, c'est vrai. Nos webinaires, on les fait genre gratuits pour rejoindre les gens, pour les outiller. Partagez-le. Vous êtes sur Facebook en ce moment, ça prend 1 seconde, un clic, partager. Ça peut aider des gens. On veut aider des gens. Donc, de commenter, d'identifier une personne à qui ça pourrait venir en aide, c'est super aussi. Donc, faites-le circuler. Ça va permettre d'outiller les gens, puis justement, que tous ensemble, on peut se prendre soin les uns des autres. Oui. Pour vivre plus sereinement. Au Québec, avec la deuxième vague et le confinement, ben, c'est encore plus important de briser l'isolement. Fait que, veux pas, plus on va informer les gens, moins les gens vont être seuls. Je vous invite aussi à un petit groupe privé que j'ai d'ados, dont Caroline fait partie. Ados en déroute, parents en bout, espoir pour parents intervenants. C'est un groupe où on partage beaucoup de contenu pour aider les parents, les intervenants avec la clientèle adolescente. J'ai vu beaucoup de questions aussi au niveau des adolescents. J'ai reçu des questions là, en privé aussi, là, donc ça va me faire plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté. Puis on va pouvoir réfléchir ensemble à comment on peut aider nos beaux ados aussi. Donc, il y a des beaux commentaires. Hein? Vraiment, oui, c'est dur de les lire tellement qu'ils arrivent rapidement, mais on va prendre le temps de les lire tout doucement. Donc, on dit fort intérêt pour des conférences aux intervenants. Merci énormément. Nancy qui dit merci de votre bienveillance. Votre vision d'intervention me rejoint beaucoup dans mes valeurs professionnelles. Merci. Ça me fait bien plaisir. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour les formations aux intervenants. Oui, vraiment. Puis, quand on parle de valeurs, hein, je fais un clin d'œil à Caroline. On s'est rencontrés dans un petit webinaire et maintenant, on a envie de collaborer ensemble parce que justement, moi, quand j'écoute Caroline, je la trouve inspirante, merveilleuse. Je suis touchée de tout ton dévouement puis ta belle simplicité, ton authenticité. Fait que je me dis, de voir les gens qui ont un peu cette vibe-là avec nous, je me dis, bien, ensemble, on peut changer le monde. Hein? Oui, absolument. Vraiment. En tout cas, moi, j'y crois. Vraiment. Merci, Vicky, de faire ces webinaires-là avec moi. Chaque fois, on sort avec une vague d'amour et d'espoir. Puis ça fait du bien, vraiment. Donc, on vous relance un défi, prendre soin de vous aujourd'hui. Bien, à tous les jours, appelez quelqu'un qui est important pour vous. Appelez quelqu'un que vous dites, si vous avez il me semble qu'elle, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ces nouvelles. Il me semble que la dernière fois, elle était vraiment triste. Prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé. Si la personne n'est pas en détresse, vous n'êtes pas obligé de. Hey, tu as envie de mourir. Vraiment plus d'y aller dans hey, t'es important pour moi. Comment ça va? Ça fait du bien. Oui. On ne prendra jamais trop soin des gens. Donc, un défi concret, là, prenez tout de suite votre appareil téléphonique, là, envoyez un texto ou un appel, si vous pouvez, faites un appel à une personne qui compte pour vous, juste pour dire que vous pensez à lui, que vous lui souhaitez une belle journée, pensez à lui, à elle, ça va faire du bien. Donc, si tout le monde ici, on le fait, là, on est plus ou moins 500 regroupés ensemble, mais c'est 500 personnes qui vont recevoir il y a quelqu'un qui tient à toi. Donc, ça, c'est important. Tout à fait. Alors, merci beaucoup tout le monde. Plein de love. Merci beaucoup. Yes. Bye.